Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour cet avant-match de ce huitième de Ligue des Champions, retour tant attendu entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Le match aller, on le rappelle, s'est soldé sur une victoire du Real Madrid 2-1, avec dans un match complètement fou, avec quand même énormément de buts, mais un match où on a été un petit peu déçu dans le sens où en tout cas, moi, je savais que ce match n'allait pas, enfin, que cette qualification, ce huitième de finale n'allait pas se jouer au match aller. On a vu Simeone, quand on a marqué deuxième but vers la 75e, sortir des attaquants, des défenseurs, garder ce résultat d'un but d'avance pour tout jouer au retour. L'Atlético Madrid va devoir se découvrir. Ça va être un match qui sera, je pense, beaucoup plus ouvert mercredi qu'au match aller, où c'était beaucoup plus fermé, où chacun a eu ses temps forts, mais ça n'a pas non plus été un match complètement fou. En tout cas, pas le meilleur des huitièmes de finale. En tout cas, on a quand même eu la chance d'avoir des buts de malade avec Rodrigo, avec Brahim, surtout pour moi le plus beau, c'est celui de Julian Alvarez dans l'angle complètement fermé, en pleine lucarne, poteau but pour battre Courtois, c'était une frappe incroyable. Mais ouais, un huitième de finale qui est encore pas du tout joué, parce que même si tu as un but d'avance, là le retour il est au Bonda, parce qu'ils sont mieux classés dans la phase de classement que nous, ce qui fait que du coup ils reçoivent au retour. Celui-là qui va passer pour les quarts de finale va cette fois recevoir au retour, donc ça va être différent. Ce sera soit le Real Madrid ou soit l'Atlético Madrid. S'ils passent, ils vont recevoir, bon, on va se dire clairement Arsenal directement au retour, ce qui peut être un petit avantage. Même si on le sait que le Real Madrid a cet ascendant psychologique sur l'Atlético Madrid, clairement. En Liga, peut-être un peu moins. Mais en Ligue des Champions, on les a traumatisés un nombre de fois entre Chicharito, entre le but de Ramos, entre le triplé de Ronaldo, entre toutes les fois où on les a traumatisés. Évidemment que on est la bête noire de l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Ils nous détestent comme on les déteste, même si je crois qu'en Ligue des Champions, ils ont peut-être deux victoires, mais ils nous ont jamais éliminé une seule fois. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Il est possible, dans le football, il y a des surprises tout le temps, donc on ne sait jamais. Mais je pense qu'on est quand même une équipe qui est plus à même et qui, je pense, est favori. On a un but d'avance. Contre Manchester City à l'aller, on avait un but d'avance pour le retour. Là, on a encore un but d'avance. On verra si ça va faire la différence. On aura aussi le retour de Joe Bellingham. Ça, on en parlera après dans les clés du match que j'ai noté. Mais ouais, c'est un match qui va être intéressant. Certes, c'est un derby en huitième de finale. On a vu aussi les Allemands entre le Bayern et le Bayern où ça s'était soldé sur un 3-0 et le Bayern a pris une grosse leçon sur la qualification. On espère, en tout cas moi j'espère que le Real Madrid va se qualifier. Si on part de la forme des deux équipes, l'Atlético Madrid a enchaîné sur plusieurs bonnes phases où ils avaient enchaîné début janvier ou je crois fin décembre une série de 14 matchs ou 14 victoires de suite. Avant notre défaite contre nous, c'était 10 matchs en défaite et 2 défaites lors des 25 derniers matchs. Du coup, lors des 26, si tu comptes la défaite qu'ils ont mis contre Etafé, donc tu vois que c'est une équipe qui est quand même compliquée à battre. C'est une équipe qui est dans la course au titre en Liga, même si ça me paraît compromis quand même, mais c'est pas une équipe qui, je pense, va aller purement et simplement chercher la Liga parce qu'on la vise encore chuter ce week-end contre Retafe, j'en parlerai après. Donc voilà, c'est une équipe qui laisse échapper des points comme le Real Madrid, comme le Barça l'a aussi fait. Donc voilà, c'est une Liga qui est disputée entre plusieurs équipes qui choquent en ce moment. Donc on verra si Atlético Madrid peut vraiment avoir une carte à jouer dans cette course au titre, même si honnêtement, je pense que ça se jouera plus entre le Barça et le Real Madrid. Et si vous suivez les vidéos et les débriefs, vous savez que mon avis est déjà porté sur plus le FC Barcelone. Après, ça dépendra évidemment des formes des deux équipes. Tout peut s'inverser évidemment, ça dépend des parcours européens. Si tu te fais déjà éliminer en huitième de finale, même si c'est moins probable pour le Barça que pour le Real ou Atlético Madrid, tu pourras te pencher uniquement sur la Liga et tout donner parce que ce sera quasiment la dernière compétition que tu auras joué en plus de la Coupe nationale où les trois premières équipes de Liga sont encore en demi-finale de cette Coupe du Roi, donc on sait que rien n'est joué. C'est une équipe qui en Ligue des Champions joue sous Vatou, parce qu'en Liga, ils étaient deuxième hier, sauf qu'on est passé devant avec notre victoire, et avec leur défaite, ils sont passés troisième, mais en Ligue des Champions, ils sont cinquième. 6 wins, bon, c'est vrai que c'est contre des petites équipes, ils n'ont pas eu le parcours le plus difficile, c'est 6 victoires contre des petites équipes, donc j'ai vu du Slovan Bratislava, j'ai vu bon, plusieurs petites équipes, je peux pas vous les citer de tête, mais ouais, j'ai vu Slovan Bratislava, il y a quand même et Leipzig si je me trompe pas, il y a quand même énormément de petites équipes, je crois que sur leurs 6 victoires, il doit y avoir peut-être 3 à 4 victoires sur des équipes qui se sont même pas qualifiées pour les barrages. Donc ça prouve à quel point ils ont eu un parcours facile. Ils ont quand même eu une victoire contre les Leverkusen, mais ils ont quand même eu des défaites qui sont quand même assez inquiétantes, assez alarmantes, on va dire, entre guillemets, avec un 3-0 contre le Benfica qui est, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, j'ai vu le replay, etc. Et ils s'en sortent très très bien, les Benfiquistes. Et on a une victoire, enfin une défaite plutôt contre Lille, il me semble 1-0 si je ne me trompe pas. En plus, c'était au Wanda. Mais un Lille qui est en sur-régime complet, qui a fait égalité contre la Juve, qui a battu le Real, qui a battu l'Atlético Madrid. Un Lille qui est en huitième de finale, qui a encore son Vatou, ses cartes à jouer pour le retour parce qu'il y a eu qu'un partout à l'aller contre Dortmund. Donc franchement, c'est un Lille qui est très très séduisant. On avait un Atlético Madrid qui est impactant, qui a des joueurs très très forts, qui n'ont pas beaucoup de blessés en plus. Donc franchement, c'est une équipe qui est très redoutable évidemment. C'est une équipe qui peut faire chuter pas mal d'équipes. On a vu l'année dernière où ils ont fait chuter l'Inter
à la Memphis Depay qui doit marquer, je crois, la 80e pour égaliser. L'Inter qui était finaliste en titre, on le rappelle, mais l'Atlético Madrid, on sait que c'est une équipe qui a rien lâché. Ils ont d'ailleurs gagné le huitième sur une séance de penalty. L'Atlético Madrid, c'est une équipe qui va rien lâcher. C'est dans leur sang, c'est dans leur gène. On sait qu'ils vont y croire jusqu'au bout. Malgré ce qui peut se passer, c'est une équipe qui est très redoutable et c'est une équipe qu'il faudra absolument pas sous-estimer. Encore plus si tu as un but d'avance. Et on sait que le Real Madrid, c'est une équipe cette saison qui, même avec un but d'avance, peut se prendre un but et soit on commence très bien le match, mais on va mal le finir, on va passer par des gros trous d'air, soit on prend un but dès les 5e minutes et on va monter en puissance. De toute façon, c'est les deux seules phases du Real Madrid. C'est soit tu prends un but très tôt et tu te montes en puissance en deuxième mi-temps. Tu prends un but les 5-10 premières minutes, on sait que le mi-temps sera catastrophique et qu'on sera mauvais, sauf contre Las Palmas en Liga où on a bien réagi. Sinon, on sait que ce sera mauvais dans tous les points de vue. Ou alors tu marques très tôt, mais du coup, petit à petit, tu vas perdre un peu le fil du match, tu vas te laisser entraîner dans un faux rythme et tu peux perdre. Comme ce week-end contre le Rayo Vallecano, on a failli on prend un but à 45e, on peut prendre un but plus tard aussi, on tombe dans un faux rythme, on n'arrive pas forcément à attaquer, on n'arrive pas à cadrer une frappe en deuxième mi-temps. Et on sait que c'est des matchs qui peuvent être pièges, surtout contre Atlético Madrid qui nous connaît parfaitement. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on les connaît également. Certes, ils ne sont pas mis en confiance ce week-end avec cette défaite 2-1 contre Retafe, surtout dans les derniers instants, parce qu'il me semble qu'à la 80e minute, c'est penalty de Charlotte qui venait de rentrer sur une main de Retafe. 1-0 à la 80e minute, en plus à l'extérieur, tu te dis, c'est bon, tu as fait le plus dur, tu as marqué 1-0 dans les 10 dernières minutes, et tu as fait, ils sont cuits, etc. Au final, Arambou, si je ne me trompe pas, marque à la 88e minute sur une frappe déviée. Je crois que c'est le deuxième but. Il marque sur une frappe, je ne sais même plus qui marque comment, mais le deuxième but, c'est sûr et certain, la 92e. Il marque sur une frappe, il dévie le ballon, il donne la victoire à Tafé 2-1. De ce que j'ai vu des statistiques, parce que je n'ai pas vu le match, ça avait l'air d'un match équilibré, ça n'avait pas l'air d'un match où Retafe a refusé le jeu. On sait que c'est une équipe qui refuse beaucoup le jeu, notamment quand ils vont sur les terrains des grosses équipes de Liga. Là, j'avais l'impression qu'ils avaient plus ouvert le jeu, qu'ils avaient envie d'attaquer, envie de gagner. Donc ouais, ils ne sont pas forcément mis en confiance avec cette victoire, mais on sait que des matchs entre un match de championnat, entre deux matchs de Ligue Champion, c'est un match qui est toujours très compliqué à négocier et à jouer. On le voit avec les équipes allemandes notamment, que ce soit Dortmund, que ce soit le Bayern ou le Bayern, ils ont tous perdu. Liverpool s'en est plutôt bien sorti. Le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils sont bien sortis contre Rennes avec une victoire 4-1 si je ne me trompe pas. On sait que c'est des matchs qui sont quand même très compliqués à aborder. On sait que c'est une équipe qui est redoutable, hein. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, on savait que c'était pas un match qui allait se jouer directement à l'aller parce que c'est une équipe qui peut fermer le jeu, mais qui peut se projeter très très vite, qui ont des joueurs très très forts. C'est une équipe qui est aussi très réaliste, hein, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. C'est une équipe qui, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, contre les Leverkusen, on l'a vu contre tant d'équipes cette saison, contre nous aussi, on l'a vécu. C'est une équipe qui marque à la fin, c'est une équipe qui marque, j'ai sorti la stat, je sais plus combien de temps, ils ont marqué 30 buts, il me semble, lors des temps additionnels ou lors des 10 à 15 dernières minutes. C'est complètement lunaire. Ils terminent le match aller avec deux frappes cadrées, la frappe inespérée de Alvarez, mais sinon ils ont une autre frappe cadrée et c'est tout. Donc on savait que contre nous, c'était pas une équipe qui allait forcément jouer du beau football. Ils n'ont pas forcément passé à côté parce qu'ils finissent ce match avec un 2-1. Je pense que Simeone, tu lui dis qu'il y a 2-1 à la fin du match, il est content parce que tu n'as qu'un but d'écart, parce que tu sais que absolument rien n'est fait. Ils ont eu des phases où ils ont eu le ballon, ils se sont créés quelques occasions. Il y a eu des occasions sur le côté, notamment avec De Paul qui a été très solide. Donc ouais, on savait que c'était un match qui allait être compliqué. Donc voilà, on sait que c'est loin d'être terminé. On sait que les deux équipes qui ont des qualités qui peuvent être similaires. On sait que c'est des équipes qui sont très solides. On sait que les équipes qui ont les champions sont des grosses équipes qui sont dures à manœuvrer, qui sont dures à jouer. Donc voilà, on sait que ce match sera sûrement meilleur au retour parce qu'on aura un Atlético Madrid qui va plus se découvrir et qui va forcément devoir jouer pour gagner et pas forcément pour subir un résultat. Et c'est avec toutes nos qualités de projection et de contre qu'il faudra qu'on négocie bien. J'en parlerai évidemment dans les clés du match qui seront très importantes. Côté Real Madrid, on est du coup repassé deuxième de Liga avec cette victoire 2-1 contre le Rayo Vallecano, pardon. Pas la plus belle victoire de la saison, mais on prend évidemment, c'est des points qu'on doit prendre. Le job il a été fait, on a été solide, même si en deuxième mi-temps on est passé un peu à côté, notamment offensivement. On aurait dû gagner ce match avec 2 à 3 buts d'écart. Surtout en première mi-temps, on se crée beaucoup d'occasions. Il y a des passes qui sont un peu mal négociées, un peu mal senties, un peu d'individualisme. Mais bon, au final, on repasse deuxième de Liga égalité avec le Barça, même s'ils ont un match en moins. Et on doit prendre du coup 2 points d'avance sur Atlético Madrid, ou un point d'avance si je ne me trompe pas. 4 victoires et une défaite sur les 5 derniers matchs. Donc toujours en lice en Coupe du Roi, évidemment, contre la Sociedad. On joue le 2 ou le 4 avril pour le retour, avec un avantage de 1 but encore une fois à l'aller. Donc on espère que ça va faire le taf. On espère aller en finale, pourquoi pas, contre encore une fois l'Atlético Madrid ou contre le Barça. Dans tous les cas, ça sera deux équipes qu'on a déjà affronté 2 à 3 fois cette saison et deux équipes qui sont très très chiantes et très reloues à jouer, surtout le FC Barcelone en ce moment, qui sont en pleine montée en puissance et qui sont pas au summum de leur capacité.
parce que je pense qu'ils peuvent aller encore un petit peu plus loin, notamment contre les grosses équipes. Mais c'est une équipe qui est incroyable. Cette victoire contre le Rayo nous fait du bien parce que comptablement, voilà, on revient à égalité avec le Barça avec quand même un match en plus. On était sur 2 défaites, 2 nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs avant le match contre le Rayo Vallecano. C'est 5 points pris sur 15 possibles dans une course au titre avec un Barça qui pousse fort. Ils ont un peu laissé passer des points, notamment décembre, novembre, janvier, où ils sont un peu passés à côté. Il y a eu des séquences où ils ont fait des nuls, ils ont fait un peu de défaites. On a eu un moment donné de l'avance contre eux, hein, même si c'était un match en retard, on avait de l'avance contre eux. Et malheureusement, on n'a pas su saisir l'opportunité pour creuser encore plus l'écart. On s'est mis dans la sauce avec ces nuls et ces défaites. Certes, il y a un contexte arbitral qui est très dur. Il y a des points qu'on doit prendre, il y a des victoires qu'on doit prendre, des défaites qu'on ne doit pas prendre. Je pense évidemment à l'Espagne Barcelone. C'est très très frustrant. Il y a des pénaltys qu'on ne doit pas prendre. L'Atlético Madrid, je pense pas que le pénalty tu dois le prendre. Il y a beaucoup de choses à dire. Le Ganes c'est aussi pareil. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, il ne faut pas se cacher que derrière l'arbitrage. Tu es toujours à égalité avec le Barça. Tu as un classico à jouer vers la fin de saison, 34e journée. Donc tu as encore ton destin entre les mains. Les arbitres, je veux bien. À un moment donné, tu dois prendre ton destin en main. Tu dois aller chercher cette Liga par toi-même parce que tu sais que tu ne seras pas du tout aidé par les arbitres, en tout cas en Liga. Donc ouais, on aborde ce match, je pense, beaucoup plus confiant qu'Atlético Madrid parce que déjà tu as un but d'avance. Même si tu es à l'extérieur, tu es sur une victoire en championnat. Et on sait que le Real Madrid, c'est une équipe qui switch. On sait que c'est une équipe qui en Liga et en Ligue des Champions, c'est vraiment pas la même. On l'a vu contre Manchester City, même si c'est Manchester City qui était malade. On a vu les 2 plus belles prestations, surtout au retour. On a eu un contrôle total sur le match où vraiment il n'y a quasiment pas eu de temps faible. Ce qu'on voit cette saison au Real Madrid, qui est la plus grosse faiblesse du Real Madrid pour moi cette saison, c'est la gestion des temps forts et des temps faibles où vraiment il y a des phases où on laisse le ballon à l'adversaire mais on subit tellement. Certes, on a un bloc qui est compact et qui est solide, on a un grand gardien. Mais il y a des moments où on passe à côté, il y a des moments où les adversaires jouent aussi bien, parce que tu peux avoir un bon bloc, mais si l'adversaire joue bien, malheureusement, si tu ne suis pas, si t'es pas assez rapide, si tu n'as pas assez de vivacité, il y a des moments où tu peux te faire surprendre et tu peux prendre des buts bêtement. Il y a des moments aussi dans cette saison, on est passé complètement à côté, hein. On se rappelle de la phase novembre-décembre, on prend des gros débats contre le Barça, on perd contre Lille, puis on enchaîne Liverpool, il y a l'AC Milan aussi. Donc ouais, il y a des moments où on a franchement mal joué. C'était le début de saison. Là, 2025, c'était un peu mieux. Les joueurs le ressentent aussi. Ils le disent en interview que la saison du Real Madrid commence réellement en 2025 parce que tu es toujours en lice dans toutes les compétitions, parce que tu te dois d'être un des concurrents au titre en Ligue des Champions, en Liga, en Coupe du Roi, partout où tu es, parce que tu es le Real Madrid, parce que tu as un standing à faire valoir, parce que tu as un blason à montrer aux yeux du monde. Tu dois dire que tu es le Real Madrid. Tu ne joues pas sûrement le plus beau football du monde, tu n'as pas les codes du football moderne, tu n'es pas une équipe de contre-pressing, tu n'es pas une équipe qui a des schémas et des circuits de passe qui sont prédéfinis, tu n'es pas une équipe qui est extraordinaire dans le jeu, mais tu es une équipe qui est très frustrante à jouer parce que tu peux tenir pendant 90 minutes un bloc qui est solide, tu as des avantages qui sont notamment offensifs avec des individualités qui performent à haut niveau alors que ils sont un peu laissés comme ça à l'abandon. Je sais pas si Ancelotti leur donne des consignes clairement, peut-être des consignes de placement, notamment pour Vinicius, Mbappé, Rodrigo, de ne pas marcher sur les plates-bandes de l'autre. On voit que ça permet beaucoup mieux qu'en début de saison. On voit que Vinicius, il a un peu plus cette liberté côté gauche. On voit qu'on a un Mbappé qui penche peut-être un peu moins côté gauche et qui vient beaucoup plus décrocher pour essayer de toucher des ballons. Moi, je trouve qu'il ralentit certainement un peu le jeu de temps en temps, mais ça lui fait du bien, ça lui met en confiance. C'est d'ailleurs lui, sur le premier but, qui marque ce week-end en Liga, il décroche pour prendre le ballon, il décale à Vinicius, et puis Vinicius le retrouve dans la profondeur, et après c'est le génie qui parle, et un peu de chance évidemment parce qu'elle est contre-favorable sur le défenseur, sur le jeune si je ne me trompe pas, mais il y a la finition qui est clinique, qui est superbe, on voit toute sa race, notamment au moment de célébrer, parce qu'on attendait beaucoup de lui évidemment, parce que contre l'Atlético Madrid, c'était pas un bon match, tout comme Vinicius évidemment. Là, ça n'a pas forcément été un excellent match. On a vu à sa sortie où il a boudé, j'ai pas trop compris. Marca non plus n'a pas trop compris. À ce qui paraît, il y aurait peut-être des petites frictions entre guillemets entre Vinicius et Mbappé. Pas des frictions, mais dans le sens où ils sont pas forcément les amis qui peuvent nous faire montrer. On avait vu notamment avec Mbappé et Neymar au Paris Saint-Germain que c'était pas aussi beau et aussi rose qu'on pouvait le penser. Donc j'espère que ça va pas notamment ruiner le vestiaire. Je pense pas. Je pense qu'ils sont assez matures, assez grands pour se dire que les individualités c'est bien, mais le collectif c'est encore mieux. Si tu veux remporter des ballons d'or, il faut que tu gagnes des titres. Donc la Ligue des Champions et la Liga. Et pour cela, tu ne peux pas être tout seul. Il faut que tu sois accompagné, il faut que tu joues collectif, il faut que tu sois dans une bonne mentalité. On espère que ça va pas ruiner ça. C'est la plus grosse inquiétude que j'avais parce que pour moi, l'adaptation de Kylian Mbappé au Real Madrid individuellement, j'avais pas de doute. Je me suis dit, à un moment donné, on a un peu vrillé sur AC Milan, etc. Mais il n'y a pas forcément de doute. Un joueur comme ça qui réalise son rêve, on savait que c'est une mauvaise passe au Paris Saint-Germain. Mais moi, c'est plus le contexte mental et le contexte des égos à gérer.
Ancelotti le fait pour l'instant plutôt bien. On verra la suite de la saison. Si Xabi Alonso va venir en fin de saison, si Ancelotti renquille pour une autre saison de plus, on verra les gestions des égos. Mais j'ai peur que c'est vraiment le gros point faible du Real Madrid et le gros point où il faut s'inquiéter, je pense, c'est la gestion des égos, notamment de Kylian Mbappé qui petit à petit est rentré par la petite porte au Real Madrid, a manqué la Ligue des Champions, est arrivé gratuit et il veut sûrement de plus en plus de responsabilités. On le considère un petit peu plus comme la star de l'équipe, ce que moi je ne veux pas. Honnêtement, je veux que limite Vinicius, soit il reste la star, ou soit tu ne parles même plus de star, mais tu parles vraiment d'un collectif. Enfin, on a vu tous ces délires de casse fantastique, de BMW, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo dans l'ombre, sauf que le meilleur offensif depuis le début 2025, c'est quasiment Rodrigo. Donc ouais, on espère que ça va pas ruiner le vestiaire. En tout cas, franchement, moi c'est la grosse inquiétude que j'ai, notamment au niveau de Kylian Mbappé, parce que sa frustration, je peux la comprendre, mais son attitude, je la comprends pas. Même pas checker Kamavinga lors de sa sortie, même pas un regard, tête baissée alors que tu as mis un but. T'as pas fait un bon match certes, mais pourquoi que tu as quand même fait un match pas dans tes standards, mais tu as fait un match qui était correct, même tu marques un but en plus, donc t'acceptes pas, j'ai pas trop compris son attitude. Tu peux montrer voilà, de l'énergie quand tu célèbres, de la frustration que tu ressors. Mais quand tu sors sur le terrain, tu dois être quand même un peu plus joyeux. En plus, tu es au Bernabéu, tu as une foule qui t'acclame. Donc, j'ai pas trop compris ce comportement. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas évidemment en dehors du football. Et on ne se permettra pas de parler ni de juger, mais on espère que c'est qu'une phase et qu'on espère contre Atlético Madrid, il sera en forme. Mais ça, les joueurs qui sont comme ça avant un match de Ligue des Champions, ça présage rien de bon. C'est qui de double. Soit c'est un joueur qui va délaisser toute sa frustration sur le terrain contre Atlético Madrid et faire un match dantesque et c'est le début de la rédemption, on va dire. En soi, c'est un match qui, comme contre Liverpool, où tu as des occasions, comme contre Bilbao juste après, où tu creuses encore plus bas que possible. Donc on espère que ça ne va pas être le cas pour Mbappé aujourd'hui. On va du coup passer aux clés de ce match. Je viens d'un peu en parler entre la relation entre Vini et Mbappé. Ils ont fait un mauvais match à l'aller. Ils doivent être meilleurs. On aura évidemment besoin d'eux parce qu'offensivement, tu as eu Brahim et t'as Rodrigo qui ont tenu la baraque, qui ont marqué les buts, qui ont été les leaders offensifs. Et Brahim sera sûrement sur le banc avec le retour de Bellingham que je parlerai un petit peu plus tard. Mais on a besoin d'un Vini qui est conquérant. On a eu un Vini MVP du match contre le Rayo parce qu'il a fait un match dantesque où il a vraiment été très très fort. On a revu le Vini qu'on aime et le Vini des grands soirs de Ligue des Champions. On sait que c'est la compétition, on sait que les phases finales, c'est un des tout meilleurs joueurs du monde quand il est en phase finale de Ligue des Champions. Donc franchement, on verra s'il va faire le taf. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va faire un bon match. Mbappé, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être un petit peu plus de doutes. Mais Vinicius, moi, j'ai aucun doute qu'il va faire un bon match et qu'il va sûrement être décisif dans ce match. Le retour de Bellingham, évidemment, qui est une grosse question que moi, j'avais abordée lors du débrief hier. C'est un retour qui est important parce que, comme j'ai dit, il va sûrement prendre la place de Brahim. Même s'il est sur blessure contre le Rayo Vallecano, on a vu Mbappé et Vinicius non, je crois que c'est Vinicius, Rodrigo et Bellingham légèrement touchés de ce qu'on a vu sur les journaux. Donc on verra si c'est aussi grave que ça. À ce qui paraît, ce serait léger, ils pourraient tous jouer. Mais moi j'ai une question, j'ai une question à vous poser, moi. Est-ce que vous préférez mettre Brahim en tant que titulaire ou mettre Bellingham en tant que titulaire, sachant que Brahim sort d'une grosse prestation contre le Rayo. Certes, il a joué aucune minute en Liga, donc c'est un peu l'inquiétude que j'ai. Sur notamment son état de pas de forme, mais sur la continuité de sa grosse performance et sur la confiance qu'Ancelotti peut lui donner, j'ai peur qu'il mette Bellingham titulaire et que ça se passe pas forcément de la meilleure des manières parce qu'il est lors des 4 derniers matchs, comme je ne fais que de le répéter, mais 3 fois sur le banc en tant que suspendu évidemment. Alors que tu as Brahim qui a fait un gros match, qui était en grande confiance, c'est son meilleur match depuis le début de la saison. En même temps, pas dur parce qu'en tant que titulaire, il est souvent passé à côté. Moi, je me suis dit pourquoi pas mettre Brahim en tant que titulaire. Ça, c'est un choix qu'Ancelotti, lui seul pourra décider. C'est sur ce moment, je pense franchement sur l'ombre d'un doute qui mettra Bellingham malgré qu'il soit blessé parce que c'est quand même un leader technique, c'est un facteur X. C'est un mec qui est très important. C'est un mec sur une action, il peut avoir ce déclic, ce génie que seul lui peut avoir, l'un des meilleurs milieux de terrain du monde quand il est en forme, si ce n'est le meilleur quand il est en forme. On sait que son abattage au milieu de terrain, son gros volume de jeu va faire la différence. Peut-être que Brahim a un peu moins, même si Brahim a des qualités que Bellingham n'a pas, notamment dans les petits espaces et dans les 1 contre 1 et dans la vivacité balle au pied. On sait que Bellingham, c'est sûrement un peu plus lent, mais c'est beaucoup plus solide, moi je trouve, balle au pied. Il se fait prendre beaucoup moins le ballon parce qu'il est très solide et parce qu'il a un corps qui permet de bouger et d'être insaisissable. On a vu Brahim bien le faire en défense, notamment lors des replis. On espère que Bellingham fera pareil, qu'il sera en forme parce que, comme je l'ai dit, l'Atlético Madrid va devoir attaquer, va devoir se découvrir, ce qui veut dire que tu devras te projeter en compte. On sait que Bellingham, c'est un joueur de dernier tiers offensif, donc c'est bien d'attaquer, mais il faut aussi revenir défendre. On sait que l'Atlético Madrid va très vite se projeter parce qu'ils ont un but à combler, ils ont un but de retard à combler. Donc on sait qu'il y aura beaucoup de courses dans ce match, beaucoup de sprints, de volume de jeu. Vinicius, j'ai pas de doute sur le fait qu'il va presser.
Et c'est à Bellingham, sur le côté gauche notamment, qui sera son côté défensif, de boucher, que ce soit Molina, que ce soit Llorente, je ne sais pas qui sera à droite, côté Atlético Madrid, mais ça sera à lui d'essayer de combler les montées de lui-même, clairement, parce qu'on sera sûrement en 4-2-4 quand Bellingham va monter. Donc ça va voir comment Ancelotti va faire tourner sa tactique. Est-ce qu'il va considérer un bloc bas, essayer de jouer en compte sans trop se découvrir, dire à Bellingham de moins monter pour rester dans ce milieu 3 avec Tchouaméni et Modric ou Kamavinga, ou est-ce que clairement il va lui dire on va se projeter en nombre et on va essayer de marquer le deuxième but le plus vite possible pour avoir 2 buts d'avance et pouvoir être un peu plus à l'aise pour ce match. La troisième clé de ce match, moi, c'est clairement que j'ai noté pousser sur les côtés parce qu'on a vu Rodrigo faire mal à Rafi Galan. Malheureusement, on n'a pas vu assez Vinicius notamment faire du mal sur le côté droit de Llorente. Si Vinicius fait le même match que Rodrigo, là ça peut être violent parce que franchement, quand il est comme ça, il est insaisissable. On espère qu'il sera, comme je dis, qu'il sera aussi fort contre le Rayo Vallecano parce que là ça peut être la différence. Rodrigo, est-ce qu'il va reproduire le même match qu'il a fait contre l'Atlético Madrid? J'ai eu du mal à comprendre pourquoi on n'a pas plus poussé sur ce côté gauche, notamment le côté de Ravi Galan, parce que Rodrigo était en forme, il a traumatisé pendant les 4 premières minutes et ensuite il y a moins de ballons qui sont passés de son côté, il a pu moins faire la différence, il a un peu baissé en confiance, il a un peu baissé en régime, ce qui fait que Ravi Galan est monté en puissance, l'a contré 2-3 fois, a commencé à en plus se projeter. Donc c'est vrai qu'on a un peu délaissé ce côté gauche de l'Atlético Madrid. J'ai peur qu'on pourra pousser sur les côtés. On sait que c'est un avantage qui sera de taille. Je ne sais pas si on aura forcément besoin de trop pousser, dans le sens où, comme je le dis, l'Atlético Madrid sera sûrement un peu plus haut que d'habitude. Donc on pourra aussi passer dans l'axe. On pourra aussi avoir des combinaisons avec Tchouaméni qui est en énorme forme, avec Bellingham aussi s'il est dans une grande soirée, avec un Mbappé en contre. On a vu Asensio contre Manchester City servir des gros ballons dans la profondeur. C'est une clé qu'il faudra aussi utiliser. Je ne l'ai pas noté, mais c'est évidemment des mini-clés comme ça qu'il faudra utiliser, des mini-astuces quand tu vois qui sont assez hauts dans le dos, notamment d'un Valverde qui peut-être se projeter, trouver des ballons qu'il a fait aussi pour Rodrigo. C'était une clé qui a bien marché, notamment les ballons longs sur les côtés. On sait que c'est des clés, on sait que c'est des joueurs qu'on a sur les côtés qui peuvent faire la différence parce qu'on a quasiment les meilleurs ailiers dans les petits espaces et à la finition du monde, donc il faut s'en servir évidemment. Quatrième clé de ce match que moi je me suis noté, c'est les retours défensifs. Parce que même avec un but d'avance, je pense qu'on va sûrement avoir le ballon, ça va dépendre évidemment des séquences. Je pense pas qu'on aura 60-42% de possession. Je pense que ce sera un 50-50, mais dans des phases où on aura longtemps le ballon et ensuite ce sera Atlético Madrid qui l'aura un peu plus longtemps, quoi qu'on aura peut-être 55 à 45% de possession. Mais on sait que par séquence, l'Atlético Madrid, ça attaque vite, ça a beaucoup de qualité en contre. Sur les côtés, ça va vite, ça a la finition, c'est très fort, c'est clinique, ça a des joueurs de grand talent et grand génie comme Griezmann qui peuvent trouver des passes incroyables. On a trouvé 2-3 contre le Real Madrid qui aurait pu nous faire mal si défensivement on n'était pas solide. On doit se concentrer. On a pris beaucoup trop de buts cette saison en Ligue des Champions. En Liga, on n'a pas du tout la même solidité. Il me semble qu'on a pris autant de buts à l'instant T que toute la saison dernière. Donc certes, maintenant on a trouvé notre défense. On a trouvé notre charnière, je pense qu'il n'y a plus de doute. C'est Rudiger, Asensio. Rudiger est quasiment indisponible. En tout cas, il n'était même pas dans le groupe lors du dernier match de Liga. On a vu que ça voulait rien dire avec le Betis et Valverde, qui au final était titulaire lors du match de Ligue des Champions. Donc on verra si Rudiger est apte à être titulaire. J'en parlerai dans la composition probable des équipes juste après. J'espère qu'il sera disponible. Sinon, en charnière, tu auras soit Alaba ou tu auras soit Tchouaméni. Moi, je mettrais peut-être Alaba, mais ça, j'en parlerai après évidemment. Nos latéraux, il faudra qu'ils soient à 100%. Ferland Mendy à gauche, j'ai pas de doute que ce sera bien en Ligue des Champions. Valverde, clairement, il faut que ce soit lui à droite. Pour moi, il n'y a plus de doute possible. Vasquez, c'est gentil en Liga si tu veux, mais en Ligue des Champions, Valverde est indispensable. Il nous l'a prouvé de maintes et maintes fois cette saison en Liga et en Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour l'Atlético Madrid. Si on défend en bloc, si on défend soudé, solide comme on l'a fait cette saison contre City et plein de fois les saisons dernières notamment, si Vini fait les efforts, si Mbappé fait les efforts, c'est que je vais un truc que je vais énormément regarder, notamment quand on n'a pas le ballon, notamment lors des phases de semi-pressing du Real Madrid entre guillemets et des phases où on est bloc bas, où on voit Vini faire des courses. Contre le Rayo, il y a une séquence où Vini fait la course, où Mbappé fait des courses. Ça, c'est un truc que j'ai apprécié et que je veux revoir contre Atlético Madrid. C'est un œil. Il faudra franchement être attentif de voir si Mbappé fera les efforts, défensifs notamment, parce qu'on a vu que 4-4-2 en défendant, tu as Vini et Mbappé qui se défendent, mais limite en une passe, tu casses la ligne parce qu'ils n'ont aucun apport. Et ce que je peux comprendre, parce qu'ils doivent garder cette énergie offensivement, mais il faut être plus concerné par le pressing. En plus, tu as un but d'avance, donc il faudra bien défendre, il faudra être solide sur les côtés aussi, par Rodrigo et Bellingham qui devront faire les efforts. Tchouaméni, Kama, faudra être solide. Valverde, Ferland Mendy, faudra pas se faire passer. Courtois, il fera encore un grand match, j'en ai aucun doute là-dessus. Voilà, une autre clé du match, j'en ai un peu parlé, mais c'est le but d'avance qu'on a, parce que Atlético Madrid, avec ce but d'avance, ils vont devoir pousser, même s'il y a des moments où je pense qu'ils seront quand même en bloc défensif, parce qu'ils savent qu'on a une équipe qui offensivement peut aller très vite, peut marquer beaucoup de buts, qui peuvent être vraiment, quand on est dans ce momentum-là d'un match, on peut marquer 2 à 3 buts en l'espace de 10 minutes. Donc ils le savent très bien, je pense, et c'est pour ça qu'il faudra sortir une grosse performance, il faudra sortir beaucoup d'activités, comme je viens d'en parler.
parler, où défensivement, il faudra être solide, il faudra faire les efforts, il faudra tout donner sur le terrain. Pour être en quart de finale, tu auras un gros match contre Arsenal, donc il faudra tout donner si tu veux espérer faire une bonne parcours en Ligue des Champions. On a vu contre Las Palmas, notamment en Liga, j'en ai parlé tout à l'heure, où on prend le premier but et ensuite on a décidé de jouer au football. C'est dans ce match-là et je nous ai senti vraiment conquérants offensivement. Je ne comprends pas Las Palmas Atlético Madrid évidemment parce que ces deux équipes sont différentes et qui ont des individualités qui sont clairement différentes et bien meilleures qu'Atlético Madrid. Mais on sait que si on veut jouer au football, si on veut vraiment dominer, si on veut gagner, je sais qu'on a les capacités de le faire. On l'a fait en Liga et encore plus en Ligue des Champions parce qu'on a une toute autre équipe. Donc je sais qu'on sera les favoris de ce match évidemment. Sur l'ombre d'un doute, il faudra tout donner évidemment, il faudra attaquer, il faudra gagner tout simplement. Pour se qualifier, de toute façon, il faudra bien jouer au football, il faudra marquer un but de plus que l'adversaire. Pour ce qui est du coup des joueurs à suivre, bon, évidemment, sans trop de surprise, j'ai mis Julian Alvarez. Il n'a pas marqué contre Etafler du dernier match, mais bon, il est sur 5 buts lors des 5 derniers matchs, 27 goals assists, il est en pleine confiance, comme on a pu le voir sur le but qu'il nous a mis. Clairement, c'était un but d'un mec qui est en confiance, qui a le contre favorable sur Kama, qui se pose pas de questions, qui lève la tête, qui voit que c'est un peu bouché. Non, il tente sa chance. Dans un angle aussi fermé, il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui peuvent tenter une frappe comme ça, et surtout la mettre en pleine lucarne, poteau but, un par rapport à Thibaut Courtois. On sait que c'est un joueur qui aime les grands rendez-vous. On a vu contre le Barça mettre un doublé ou des passes décisives si je ne me trompe pas. Contre le Real Madrid, il a marqué aussi. On sait que c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui a un gros volume de jeu, qui offensivement peut faire du mal par son positionnement. On a vu Asensio quand même bien le museler, sur notamment des gros retours défensifs. Mais on a vu quoi là, sur un contre bien mené de Atlético Madrid, une phase de jeu bien sentie, un décalage bien fait pour Alvarez, Kama d'un coup qui compense le coulissement des joueurs du Real Madrid. C'est pas Asensio, c'est Kama qui est pas un défenseur pur et c'est là où tu prends le but. Donc c'est là où il faudrait être concerné, où il faudrait être solide défensivement, intelligent. On espère qu'Asensio ne se fera pas bouffer dans l'engrenage d'un jeune qui est propulsé dans le devant de la scène, qui est trop en confiance, qui a un excès de confiance et qui commence à délaisser un peu, excusez, ses qualités pures et dures de bon défenseur depuis le début de la saison. J'ai peur de ça, de Asensio, même si je pense pas que ça va être le cas. En tout cas, pas dans ce match. En tout cas, j'espère qu'il est conscient que même s'il est titulaire, pour l'instant quasiment discutable, sa place n'est pas encore jouée, que ce soit Rudiger à la bas, Tchouaméni qui peut revenir, etc. Militao quand il reviendra. Donc, ouais, clairement, Alvarez, c'est l'attaquant à suivre de ce match contre Atlético Madrid. Évidemment, pas de surprise, Griezmann, c'est un joueur qui est plein de qualité, de créativité. On avait tenté une frappe bien sentie à un moment donné, bien sortie par Courtois. Il a été mis à l'aller sans être exceptionnel, il n'a pas forcément été fou, mais on sait que c'est un joueur qui, même sans être fou, il peut avoir le déclic, il peut trouver une passe, il peut trouver un centre, il peut trouver un décalage, il est très 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 fort. Si Atletico veut et peut se permettre de rêver la qualification, c'est qu'il faudra que Griezmann fera un grand match. Sans parler évidemment de Paul, le Normand, l'Anglais, Oblak notamment. Ça, c'est des joueurs plus de l'ombre. Là, je parle vraiment des joueurs qui peuvent vraiment s'illustrer et faire changer le match complètement. Je vais mettre Oblak aussi. Moi, je vais mettre le duo Sorloth et Correa. En sortie de banc, c'est des joueurs qui ont fait mal au Real Madrid. Sorloth, notamment lors d'un 4-4 contre Villarreal l'année dernière. Mais bon, c'était pas international, c'était vraiment juste un quadruplé. Correa, on n'en parle pas en Ligue évidemment, qui nous a marqué à la dernière seconde. C'est deux joueurs qui ont marqué. Ces deux joueurs, ils ont marqué 16 buts dans le temps additionnel contre le PSG, contre le Barça, contre le Leverkusen, contre Bilbao, Leipzig. C'est pas que ces deux joueurs, évidemment, c'est tout le Madrid. Mais voilà, comme je le dis, c'est une équipe qui, dans les grands matchs, ça ne lâche rien. Cette équipe a l'ADN Ligue des Champions. Ils ne lâchent rien. Défensivement, on bloque. Ils vont rien lâcher, ils vont tout donner. Évidemment qu'on va s'attendre à un match dur avec beaucoup de fautes, avec beaucoup de contacts. Ça sera un match qui n'est pas gagné d'avance, malgré le but d'avance. Ça sera intéressant de voir un Atlético Madrid qui a un but à combler, qui ne pourra pas faire le dos rond pendant tout le match, qui ne pourra pas être que défensivement. On va la choix de Simeone s'ils sont portés plus vers l'attaque, notamment sur la compo de départ et sur les changements vers l'heure de jeu. On verra comment ils vont aborder ce match. On verra comment ils vont aborder aussi le fait que le Real Madrid, c'est aussi dans leur qualité de jouer en contre et de piquer en contre quand une équipe est beaucoup trop haute. On a vu contre Manchester City notamment. Donc voilà, ils vont devoir jouer contre nature. Ils vont devoir attaquer. Honnêtement, ça peut me faire peur parce que contre le Barça, ils ont aussi joué, ils ont marqué 2 buts en 15 minutes. C'est une équipe qui sait évidemment attaquer, mais qui sait défendre aussi, même si le match a été complètement fou en Coupe du Roi et que le match finit sur un 4-4. Voilà, on sait que c'est une équipe qui va rien lâcher. On sait que c'est une équipe qui, même s'ils vont jouer contre nature, ils sont préparés à jouer sur tous les types de situations possibles lors d'un match de football tout simplement. Donc on sait que c'est une équipe qui sera redoutable. On sait que c'est une équipe qui va rien lâcher. On sait que c'est une équipe qui peut clairement créer des problèmes offensifs contre nous parce qu'on sait que défensivement, on est brinque-ballant. Si on ici voit qu'on n'est pas en confiance défensivement, ça peut être très dur pour nous. Honnêtement, ça peut être très dur pour nous, mais si on a le but d'avance, je sais qu'on n'est pas la même équipe et on verra ce qu'on va donner pour ce match mercredi. On passe du coup au compo probable. Côté Atlético Madrid, au cage, pas de grande surprise évidemment. Au Black, il n'y aura pas de Musso au cage. Défenseur gauche, Ravi Galan sans l'ombre d'un doute. À droite, Llorente. Jiménez et l'anglais pour moi dans la défense centrale. On a vu le Normand jouer ce week-end à la place de l'anglais. Donc on verra si c'est lui qui sera aligné. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit aligné honnêtement à la place de l'anglais, parce que Jiménez est, je pense, un indéboulonnable
en défense centrale. Le milieu de terrain, Barrios, De Paul. À gauche, Lino. À droite, Simeone. En attaque, Alvarez, Griezmann. Je crois que j'ai quasiment mis la même compo qu'à l'aller. Mais comme l'Atlético doit attaquer, Simeone, il pourrait, pour moi, il pourrait aligner Sorloth, BU avec Alvarez directement parce qu'ils doivent marquer un but. Griezmann, tu le mets à la place de Simeone à droite, ou alors dans un cas de figure, tu laisses Griezmann en attaque, et à droite, à la place de Simeone, tu mets Llorente et tu mets Molina. Je crois qu'il a testé, je crois que ce week-end c'était ça, je crois que ce week-end c'était peut-être Llorente dans le milieu central avec deux pôles. À droite, ça devait être Lino et peut-être Ravi Galan, je ne me rappelle plus de son, ça va vous afficher, il me semble, à l'écran. Donc ouais, ça c'est le choix de Simeone. Je pense qu'il n'y aura pas d'énormes surprises de ce que je viens de dire. Je pense que dans les 12 à 13 joueurs que je viens de citer, je pense que tous, ce sera quasiment la compo quasiment probable qui sera alignée, honnêtement, sans trop grande surprise. Côté Real Madrid, évidemment, au cas sera Thibaut Courtois. À gauche, Ferland Mendy, la charnière. Bon, là, c'est la grosse surprise. Rudiger, Asensio, Valverde, moi j'ai mis à droite. Donc on verra si Rudiger sera apte à démarrer le match. S'il n'est pas apte à démarrer le match, je pense que ce sera Alaba dans la défense centrale. Je ne sais pas s'il est prêt encore pour une grosse intensité, pour une grosse adversité avec des défenseurs, enfin avec des attaquants et des vis-à-vis des contacts qui seront très très durs à négocier. C'est un joueur qui est de retour de grosses blessures, qui a rechuté en plus, si je ne me trompe pas, cette saison, si je me rappelle bien. Donc on sait que ça va être un match qui sera dur, qu'il y aura beaucoup d'intensité, qu'il y aura beaucoup de courses, qu'il faudra être focus, beaucoup de concentration. Donc on verra. Là, c'est un match de test pour Alaba. Honnêtement, c'est un match de test parce que moi, je me dis. C'est que je suis fou de penser ça, mais pourquoi pas mettre Tchouaméni en défense centrale, même si un milieu de terrain, c'est vrai que ça tuerait complètement sa capitale confiance qu'on a en lui et ce qu'il est en train de réaliser, notamment lors des derniers matchs, les deux matchs contre le Rayo où il a complètement survolé et contre le Madrid Paris, il a fait un énorme match, donc ça peut tuer sa confiance évidemment. Mais en défense centrale, j'ai du mal à faire confiance à Alaba, honnêtement. Asensio, je le sens de mon. Je le sens, peut-être un avis impopulaire, mais je le sens pas forcément. Je le disais notamment lors de ses débuts, des matchs un peu après, où Asensio, il est très bon, il est très solide, il n'y a rien à dire, mais il y a des moments où il me fait un peu peur. Il y a des moments où je suis pas trop serein, honnêtement. Bon, c'est des petits détails, mais on sait que les petits détails peuvent faire changer le cours d'une rencontre. Encore plus à très très haut niveau, encore plus dans la plus grande des compétitions qu'est la Ligue des Champions. Donc une charnière Asensio à la bas, j'ai franchement peur. Même si Asensio, il a des choses à prouver évidemment, mais de ce qu'il nous a montré cette saison, il nous a montré qu'on peut avoir confiance en lui. Et j'ai confiance en lui, mais attention, il y a peut-être des moments, notamment dans un match avec l'Atlético Madrid, qui sont des petits filous, qui peuvent gratter des pénaltys n'importe où. On sait que c'est un match où il faudra être très très concentré en défense. Donc ouais, j'ai mis Rudiger en défense, mais je pense que ça sera là-bas clairement. À droite, Valverde sans le bon d'un doute. Au milieu de terrain, Tchouaméni, Kama et Bellingham de retour. Voilà, comme je l'en ai parlé tout à l'heure, il y aura soit Bellingham, soit Brahim. Sinon, au milieu de terrain, Tchouaméni titulaire indiscutable, ce sera le premier que tu vas cocher quasiment. Et au milieu de terrain, bon, soit Kama, soit Modric. Bon, ça verra dans Ancelotti. Je pense qu'il mettra Kamavinga pour l'activité. On aura besoin de lui à la 60e minute. Peut-être mettre Modric, même si tu perds ou si tu fais à égalité. Peut-être pour mettre un but d'avance, ça sera Ancelotti qui verra au moment venu sur le terrain. En attaque, bon, il n'y a pas d'autre, Rodrigo, Mbappé, Vinicius, la classique. Voilà, il y a quand même deux angles dans cette composition du Real Madrid où on va se poser des questions, où j'attends cette composition, Bellingham ou Brahim. Je pense que Bellingham va être titulaire, même s'il a une petite blessure et qu'il est sur blessure contre le Rayo. Je pense qu'il sera peut-être titulaire, et notamment la défense. Donc peut-être tu mets Vasquez et tu mets Valverde au milieu de terrain, peut-être à la place de Kamavinga, ou peut-être que du coup tu mets Alaba, ou tu mets Asensio, tu mets la charnière Alaba, Asensio, alors tu mets Tchouaméni, Asensio. Bref, c'est des questions que je vais me poser, qui sont légitimes, je pense, de se poser, parce que tu as des joueurs qui reviennent de blessures, parce que tu as des joueurs qui sont blessés, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué, il y a une grosse intensité, il y a des joueurs qui ne sont pas forcément en confiance. Donc, ouais, c'est des questions qu'on est légitime de se poser, je pense. Et au niveau des absents, toi, Koke, qui sont blessés, Carvajal, Ceballos, Militao et Valero, qui sont évidemment blessés aussi côté du Real Madrid. Donc voilà, je pense avoir tout dit pour cet avant-match le plus long de la chaîne YouTube qui a réellement 37 minutes, je suis en train de voir, c'est lunaire. Donc je pense avoir tout dit, il y avait énormément de choses à dire évidemment parce que c'est quand même une grosse rencontre, deux équipes qui se connaissent très très bien. Je préfère faire ce format d'avant-match, notamment avant le match retour parce que le match aller, et si j'en fais un match aller, un match retour, je pense que ce que je vais dire va vraiment être doublon. Donc je vais faire tout rentrer dans une vidéo qui est certes un petit peu longue. Donc je verrai si ça plaît, si ça plaît pas, peut-être que je ferai un aller, un retour. Mais je pense que c'est le bon compromis de faire un seul avant-match pour le retour parce que c'est là où les enjeux vont s'écrire, ou notamment un match aller, c'est très rare d'avoir le match qui est déjà quasiment plié. On a vu que le Bayern c'est quasiment plié. Bon, Arsenal c'est plié, mais sinon cette saison, il n'y a pas forcément de matchs qui sont déjà pliés à l'aller. Donc bon, je pense avoir tout dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve évidemment demain pour le débrief de Paris Saint-Germain-Liverpool. Le retour évidemment tant attendu de ce huitième de finale qui a été complètement incroyable, notamment pour le Paris Saint-Germain qui a beaucoup de regrets. Et évidemment pour le match tant attendu Real Madrid-Atlético Madrid, ou plutôt Atlético Madrid-Real Madrid, parce qu'on va se déplacer au Wanda avec un but d'avance. On sait que rien ne va y jouer et on sait que ce sera un match qui sera compliqué. Mais évidemment qu'on ne vise que la victoire et à la Madrid.